Cette séquence est destinée aux élèves de première année bac STE, matière sciences d'ingénieur, unité ATC. Cours sur les automates programmables industriels, API. Elle fait partie de l'élément traité de la chaîne d'information. Allons-y. L'automate programmable industriel, API. Avant d'entamer notre cours, on va revenir à notre système que nous avons déjà vu dans le cours précédent de graphe 7. C'est la gestion d'un parking. Très bien. Dans ce cours-là, on va savoir quel est l'élément responsable à la gestion du parking automatique que nous avons déjà vu dans le cours précédent. Comment ce système il fonctionne tout seul. L'élément responsable, l'élément derrière qui gère tout cela. Voilà la maquette qui simule le parking. L'élément responsable à la gestion de cette maquette, c'est celui-là. Le voilà. C'est l'automate programmable industriel. Elle est destinée à gérer. Comment elle fait ça? Ces entrées reçoivent l'information en provenance des capteurs et par la suite, elle prend des décisions. Et elle envoie des commandes aux actionneurs, aux différents actionneurs que nous avons, et c'est sur la maquette. Le moteur asynchrone pour manœuvrer la barrière, ou bien les voyants pour communiquer la situation du lieu avec l'utilisateur. On va détailler un petit peu à propos de l'automate programmable. C'est quoi qu'est-ce qu'elle fait exactement, l'automate programmable? Elle reçoit, comme j'ai dit précédemment, les informations des capteurs dialogue. Les informations, elles peuvent être en provenance soit des capteurs, soit des interfaces en machine en entrée, c'est-à-dire les boutons, poussoirs, commutateurs, les claviers, tous ces éléments-là, et l'on voit l'information. Et par la suite, elle commande les prises actionneurs et elle dialogue l'état du système avec l'utilisateur via des éléments de signalisation, les voyants, des LED, des afficheurs 7 segments, etc. Tout ça en appliquant ou bien en suivant les ordres déjà transférés aux automates, c'est-à-dire il exécute un programme. Voilà un diagramme de fonctionnement global. L'API, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traite les informations, les entrées, compte rendu du capteur, ou bien consigne, interface en machine, comme j'ai dit, les boutons poussoirs, clavier, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il nous donne? Des ordres destinés aux préactionneurs, ou bien des messages via les interfaces en machine en sortie, tels que les écrans, les afficheurs, ainsi de suite. Les paramètres de contrôle, bien sûr, il doit être alimenté, l'énergie, et bien sûr, le programme qui va être exécuté. Bref, l'automate, elle traite les informations entrantes pour émettre des ordres de sortie en fonction d'un programme. Un récap de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, on peut dire que l'automate programmable, c'est une machine électronique programmable destinée à fonctionner dans un environnement industriel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit les informations des capteurs ou bien les interfaces en machine en entrée et elle exécute un programme et par la suite, elle commande les préactionneurs ou bien les éléments de signalisation. J'espère que j'étais clair à ce stade-là. La partie suivante, on va pénétrer à l'intérieur de l'automate programmable. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'architecture, elle ne diffère pas beaucoup des systèmes de traitement tels que le PC, les microcontrôleurs, ainsi de suite. Elle fait partie, bien sûr, parce qu'il fait partie des éléments de traitement de l'information. Voilà, il est constitué par une unité de traitement, généralement processeur, mémoire, interface
en entrée, interface en sortie et une alimentation. Commençons par l'unité de traitement. Qu'est-ce qu'elle fait l'unité de traitement? Tout simplement, elle réalise les fonctions logiques. Les fonctions logiques, par exemple, pour qu'on puisse réaliser une action, on va attendre l'information de ce capteur et d'un autre capteur. C'est-à-dire, ce capteur, il doit délivrer de l'information. Et l'autre capteur, c'est une opération logique. Il va attendre l'information du premier capteur et du deuxième capteur pour qu'il prenne une décision. Ce que je viens de faire maintenant, c'est une fonction logique. Attendre l'information de ça et de ça. Ou bien, deuxièmement, elle exécute ou bien réalise des fonctions arithmétiques. Par exemple, lorsqu'on désire compter les produits fabriqués dans une, par exemple, entreprise, l'automate programmable, il va compter le produit numéro 1, 2, 3, ainsi de suite. C'est une opération arithmétique. Ou tout simplement, et troisièmement, elle fait le transfert d'informations. Elle prend l'information des entrées et la stocke en mémoire et par la suite, elle communique les ordres avec les actionneurs via les interfaces. Comme vous remarquez ici, il est lié avec tous les éléments du système avec un bus parallèle. Ce bus parallèle, il assure l'acheminement de l'information entre les différentes composants du système. Passons maintenant à la zone mémoire. La zone mémoire va permettre le programme, c'est-à-dire de stocker le programme. Deuxièmement, capteur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle conserve les informations, ou bien elle reçoit les informations des capteurs et la conserve. Et le processeur, il reçoit les informations générées par le processeur et destinées vers les éléments, vers les actionneurs. Ou bien tout simplement les pré-actionneurs. Les actions possibles sur une mémoire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'une mémoire? On peut écrire un programme, écrire une information, ou bien on peut effacer, c'est-à-dire, s'il est déjà programmé, on peut effacer le programme et émettre et transférer un autre programme, ou tout simplement, on peut lire ce qui est écrit dans la mémoire. Troisièmement, les interfaces d'entrée-sortie. Ces interfaces, elles permettent à notre automate programmable de communiquer avec son environnement externe. C'est grâce aux interfaces d'entrée qu'il reçoit les informations de l'extérieur et aussi grâce aux interfaces d'entrée, il reçoit et grâce aux interfaces de sortie, il commande ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire il commande les actionneurs, il commande les éléments de signalisation. Et bien sûr, une console de programmation. La console de programmation, généralement, un PC dans lequel est installé un logiciel de programmation spécifique à un automate. Chaque marque des API a son logiciel propre à elle. Qu'est-ce qu'il permet ce logiciel? D'éditer, c'est-à-dire écrire le programme, le compiler et bien sûr le transférer vers l'automate. Et un module d'alimentation. Le module d'alimentation, tout simplement, c'est une alimentation stabilisée qui permet d'alimenter tous les éléments de notre automate programmable. Voilà un schéma qui illustre le fonctionnement, comment il fonctionne de l'intérieur notre automate programmable. Gestion du système, autocontrôle, et par la suite, il reçoit, comme vous le remarquez ici, par la suite, il reçoit les informations des sorties, il les véhicule grâce au bus parallèle à la RAM pour qu'il se stocke là-bas, et par la suite, le microprocesseur commence à exécuter le programme, à comparer les valeurs d'entrée avec ce qui est
déjà programmé, ben voilà, il commence à exécuter le programme et par la suite, à la fin de l'exécution du programme, il prend des décisions. Et il va envoyer de l'information, vous voyez ici, il va envoyer de l'information vers le module de sortie, c'est-à-dire de la commande. J'espère que cette partie, le cycle de fonctionnement est organisé en 4 tâches. J'espère que j'étais clair là-dessus. On passe maintenant à la programmation. Traitement du programme d'automate. La structure de logiciel. Normalement, en général, le programme est constitué de 2 parties. Une partie dite programme séquentiel ou bien programme principal et postérieur. La différence entre les deux, c'est que la partie séquentielle ou bien principale, elle décrit seulement l'évolution séquentielle des étapes. Retenez bien ça, l'évolution séquentielle des étapes. Par contre, la partie postérieure, elle détermine l'étape de sortie. Autrement, la commande. Je vais reprendre ça. La partie séquentielle, elle s'intéresse seulement aux étapes. La partie, ou bien le programme postérieur, la commande des sorties, l'étape des sorties. Traitement de programme d'automate, normalement, le cycle de fonctionnement d'un automate, l'automate, il commence tout d'abord. Il commence par la lecture des entrées, comme vous avez déjà vu, et par la suite, il exécute le programme. Qu'est-ce qu'il fait dans cette partie-là? Il compare les valeurs des entrées avec ce qu'il y a dans le programme. Et comme suite de comme résultat de cette comparaison, il prend des décisions. Et par la suite, il va émettre, il va envoyer des ordres à la sortie, c'est-à-dire écriture des sorties. Il va émettre des ordres. Et on passe maintenant à la programmation de l'API. Normalement, normalement, on désire que notre automate programmable réalise un fonctionnement. C'est-à-dire, nous avons un cahier de charge qu'on va, suivant ce cahier de charge, on va programmer notre automate. Le passage du cahier de charge à l'automate est assuré et fait grâce au langage suivant. Langage à contact. Comme vous remarquez ici, le comptage à contact, c'est tout simplement suite, c'est une suite des actions. L'adresse, c'est l'échelle. Et là, la forme, comme vous remarquez ici, là, la forme d'échelle. Tout simplement suite des actions. Et le deuxième langage, liste d'instructions. Les ordres, notre programme est notre programme est représenté grâce à des listes d'instructions. Comme, voilà la liste, un exemple, tout simplement. Et finalement, langage graph7. Parce qu'il y a les automates modernes, ils prennent en charge le graph7. Tout simplement, on a le cahier de charge, on le convertit au graph7, comme vous avez déjà vu avec moi le graph7, il décrit d'une manière normalisée le fonctionnement d'un système. Et par la suite, ce graph7, comme il est, on le transfère vers notre automate. Pour les automates qui prennent en charge cette partie-là. Le graph7, Sequential Function Chart, c'est SFC. Ce sont les 3 langages de programmation des automates les plus utilisés. Et dans le reste de notre cours, on s'intéressera de plus à ce langage, le langage ladder. Et pour faire ça, on va prendre comme base notre application que nous avons déjà vue dans le cours précédent de graph7. J'espère que vous vous souvenez toujours de cette application. Un rappel très rapide. Qu'est-ce qu'elle fait ce système? À la présence d'un véhicule,
la barrière s'ouvre et lorsque le véhicule ou bien le conducteur accède totalement au parking, il sera détecté par le capteur P2, la barrière se ferme. Ce que j'ai ajouté dans ces tableaux-là, c'est cette partie-là. Cette fois-ci, sortie des API, c'est-à-dire l'actionneur, la LED rouge, elle va être affectée à l'entrée Q1 de notre automate. La LED verte à l'entrée Q2. Et le préactionneur qui commande le moteur, parce que nous avons tout simplement un seul moteur qui sera actionné dans les deux sens grâce à deux contacteurs. Le contacteur K1 est affecté ou bien connecté à la sortie Q3. C'est pour l'ouverture de la barrière et ce qui concerne la fermeture de la barrière, on va utiliser le préactionneur K2 qui sera connecté à la sortie Q4. On passe maintenant aux entrées. Ce système se dispose de 4 capteurs qui fournissent de l'information. La barrière est fermée, elle sera détectée par le capteur S2, connecté à la sortie, connecté à l'entrée. Ici, c'est de l'automate. La barrière est ouverte grâce à la détection de l'ouverture complète de la barrière se fait grâce au capteur S1 connecté à l'entrée EP de l'API. Présence d'un véhicule se fait grâce au capteur B1 connecté à l'entrée I1. Et finalement, l'entrée complète du véhicule au parking se fait grâce au capteur B2 connecté à l'entrée I2. Vous devez retenir ces affectations-là. Très bien. J'espère que vous vous rappelez toujours de ce fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci? Je vais commencer par le point de vue opératif. Je suis passé au point de vue commande. J'ai remplacé, comme j'ai déjà dit dans le cours précédent, j'ai remplacé mes actionneurs par les petits actionneurs qui les commandent. Et il y a un autre point de vue, le point de vue partie API, c'est-à-dire le graph set selon les entrées-sorties des API. Qu'est-ce que je fais dans cette partie? Tout simplement, je vais remplacer le capteur B1 par l'entrée auquel elle est connectée, le capteur S2 par l'entrée auquel elle est connectée, et ainsi de suite. Concernant les actionneurs, les préactionneurs, par exemple, KA2, elle sera remplacée par la sortie auquel elle est connectée, ainsi de suite. Le capteur B2 remplacé par l'entrée auquel elle est connectée. J'espère que cette partie est claire. Tout simplement, on remplace les préactionneurs ou bien les actionneurs et les capteurs par les entrées-sorties auxquelles ils sont connectés. Et par la suite, on va passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'étape suivante? Tout simplement, on passe à la programmation. Mais tout d'abord, la première des choses à faire, on va associer, pour qu'on puisse programmer notre graph set, la première des choses à faire, on va associer à chaque étape un bit mémoire. Un bit mémoire d'automate. C'est-à-dire, l'étape 1, on va lui associer le bit M1 de la mémoire de l'automate. L'étape 2, on va lui associer M2, ainsi de suite. Et j'espère que vous rappelez toujours de ces équations, l'équation d'activation, désactivation de ces étapes. Ces équations, ils deviennent, après l'association des bits mémoire aux différentes étapes, comme vous le voyez ici. Condition d'activation
condition d'activation de l'étape d'une étape I. Il nécessite l'activation de l'étape précédente ainsi que la transition qui lui précède. C'est 7, la mise à 1, c'est-à-dire 7, la mise à 1 de cette étape. Condition d'activation, tout simplement lorsque l'étape suivante s'active, l'étape en amont se désactive. C'est reset. Retenez bien ça. 7 de l'étape, reset de l'étape. Ces équations, on va les convertir en langage ladder. Tout d'abord, on va commencer par la partie séquentielle. Comme j'ai dit précédemment, la partie séquentielle qui ne prend en considération que l'évolution des étapes. On va s'intéresser à l'étape M2. Voilà les équations logiques qui correspondent à l'étape M2. Condition d'activation, condition de reset, désactivation. Qu'est-ce qu'on va faire pour le moment? Tout simplement, on va remplacer cette équation en langage ladder grâce à ces symboles-là. Lorsqu'on a entrée, lorsqu'on a normalement open ou bien normalement ouvert, normalement open en anglais, le symbole électrique qu'on va utiliser, ou bien on peut utiliser le symbole ladder. Pour une entrée normalement close, c'est-à-dire normalement fermée, voilà le symbole qu'on va utiliser, ou bien celui-là. Pour les sorties, si on utilise la notation électrique, on va utiliser celui-là. Pour la notation ladder, c'est le symbole suivant. Voilà le résultat qu'on obtient. Voilà le résultat qu'on obtient. Pour que cette étape s'active, ces trois interrupteurs doivent se fermer. À la fermeture de ces trois, c'est-à-dire celui-là égale à 1. Condition d'activation. Cette étape sera active. La fermeture de ces trois interrupteurs conduit à l'activation de cette étape. J'ai utilisé, pour cet exemple, j'ai utilisé la notation ladder. Comme vous pouvez utiliser la notation électrique. Parfois, on mentionne dans les exercices la notation à suivre, soit ladder, soit électrique. Pour le moment, on passe à l'exemple de la partie postérieure. Voilà l'équation de la sortie. Quand est-ce que la sortie Q4 s'active? Quand est-ce que la sortie Q1. La sortie Q1, elle s'active soit dans l'étape M2 ou bien notez bien ça, ou bien dans l'étape M4. Voilà. Dans l'étape M2, Q1 est active, soit dans l'étape M2 ou bien si c'est une fonction logique, ou bien dans l'étape M4. Voilà le schéma ladder qui traduit cette équation. La sortie Q1 est égale à 1 si l'étape M2 ou bien l'interrupteur qui correspond à l'étape M2 se ferme, ou bien si l'interrupteur qui correspond à l'étape M4 se ferme. Ces deux étapes conduisent à l'activation de cette sortie. Et il nous reste pour le moment qu'à passer au langage ladder. On passe maintenant au programme ladder qui représente le fonctionnement de tout le système. C'est-à-dire, si vous transférez ce programme ladder à l'automate du maquette que vous avez au lycée, il va réaliser le fonctionnement souhaité. Notez bien l'exception suivante. Pour la première étape, normalement, on utilise cette ligne, c'est une ligne d'initialisation. Parce que selon les règles du GraphScience, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'étape initiale est initialement active. Si on n'utilise pas cette
cette partie-là, on ne peut jamais commencer notre système. Les conditions, ces deux premières parties concernant l'étape 1, C2, l'étape 2, C2, l'étape 3, finalement l'étape 4. L'étape 4. Chacune de ces étapes a ligne d'activation, ligne de désactivation, reset, set, reset, set, reset. Ça concernant la partie séquentielle. La partie séquentielle que j'ai dit pas mal de fois qu'elle traite seulement les étapes. On passe maintenant à la partie postérieure qui vient après cette partie-là. Et elle traite les états de sortie. Q1, la sortie Q1, elle peut être active soit dans l'étape M2 ou bien l'étape M4, Q2 dans la partie M3, Q3 dans l'étape M2 et la sortie Q4 dans l'étape M4. Et nous voilà, on est arrivé au terme de ce cours-là. Chers élèves, je vous remercie et n'oubliez pas, prenez soin de vous.